donc les fonctions de classe C2, ben, on recommence. Hein, c'est classique, hein, on dérive deux fois. Donc, ce qui va vous faire beaucoup de dérivées partielles secondes. Alors, attention aux notations. Mes notations, elles sont dans l'ordre habituel quand on compose des fonctions. Donc, ce qu'on va appeler la dérivée seconde de f par rapport aux variables xi et xj, c'est on regarde la dérivée partielle par rapport à xj, donc par rapport à celle-ci d'abord. Hein. C'est-à-dire on dérive d'abord par rapport à xj. Et donc ça vous donne une fonction. Une dérivée partielle, c'est une fonction. Et on regarde si cette dérivée partielle admet une dérivée partielle par rapport à xi. Et du coup, si ça marche, eh ben voilà, on appelle la dérivée partielle seconde d'indice ij comme ça. Et donc quand vous avez ça, ça veut dire que vous dérivez d'abord par rapport à xj et ensuite par rapport à xi. Donc là, il faut faire attention à cet ordre-là. Vous pouvez aussi dériver deux fois par rapport à la même variable et du coup, vous avez cette notation-là. Bon, donc ça, c'est pour les dérivées partielles d'ordre 2. Ensuite, définition, une fonction est de classe C2, donc ça, c'est classique. En gros, c'est si elle admet des dérivées partielles d'ordre 2 et que tout est continu. Que les dérivées partielles d'ordre 1 et que les dérivées partielles d'ordre 2 sont continues. Donc, les deux. Hein. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas d'admettre des dérivées partielles pour être continu, hein, si vous vous rappelez du premier exemple que j'avais donné. Alors là, on peut calculer rapidement là, les... Voilà, enfin, c'est pour... Je vais vous donner un résultat parce que ça n'a rien de passionnant, mais ça vous entraîne. Hein. Alors, j'aurais même dû les marquer là. Hop, donc je reviens sur mon petit écran. Donc la première qui est d rond f sur d rond x, je vous laisse, en fait, c'est à vous de faire le calcul. Hein. Alors, ça aurait été peut-être plus malin dans la fonction de séparer log de xy en log de x plus log de y. Mais bon, enfin, peu importe. Donc, vous trouvez 2x log de xy plus x. La dérivée partielle par rapport à y, elle est plus simple. Voilà. Et puis, on continue. Donc, la dérivée par rapport à... On va dériver deux fois par rapport à x, hein, c'est plus simple. Donc, vous prenez ça et vous redérivez par rapport à x. Donc, ça vous donne 2 log de xy. Bon, j'ai peut-être simplifié, mais à la fin, on trouve 3. Bon, ça se trouve, je me suis planté, hein, donc vous vérifierez. Ensuite, vous avez d2f sur d rond x, d rond y. Donc, celle-ci, c'est je prends celle-là, je dérive par rapport à x. Donc là, ça va me donner un 2x. Donc, 2x sur y. Après, vous allez avoir d2f sur d rond y, d rond x. Donc ça, je prends ça et je dérive par rapport à y. Donc là, quand je dérive par rapport à y, il y a un xy qui sort. On divise par x, donc ça fait encore 2x sur y. Normalement, ça fait la même que celle-ci. C'est logique. On verra ça pourquoi après. Et ensuite, vous avez d2f sur d rond y2. Et là, vous tombez sur moins x2 sur y. Voilà. Bon. Encore une fois, entraînez-vous à faire des dérivées partielles. Ce n'est pas difficile, mais il faut quand même s'habituer à manipuler les deux variables. Voilà, donc ça c'est l'exemple 3.1. Ensuite, vous avez ce fameux théorème de Schwartz. Ce n'est pas l'inégalité de Cauchy-Schwartz, hein, le théorème de Schwartz. Or, c'est le même Schwartz, hein, il n'y a toujours pas de T là. Et ce théorème de Schwartz, il vous dit que si votre fonction est classe C2, quand est-ce qu'une fonction sera de classe C2, on va le voir après, hein, c'est toujours par opération usuelle, les fonctions polynomiales, composées, etc. Eh bien, les dérivées partielles par rapport à xi, xj ou par rapport à xj, xi sont égales. Ce qui se comprend un peu, c'est-à-dire, bon, enfin, on va pas épiloguer plus que ça. Bon, on l'admet, ce théorème-là, et donc, on a ce résultat-là. Alors, attention, c'est pas toujours le cas. Hein. On n'a pas toujours ça. Et alors, si vous regardez cet exercice-là, alors c'est un exercice intéressant hein, parce qu'il vous fait manipuler des dérivées partielles.
Alors, c'est une fonction qui est définie qui n'est pas définie en 0, 0. Enfin, si, elle est définie, mais de manière séparée, hein, ici. Hein, ça marche pas. Donc là, bon, peu importe. Et donc, on va regarder ça. Et puis, le reste, ça va aller assez vite. Bon, donc, l'exemple 3.2. Je reviens sur mon petit tableau. Alors, l'exemple 3.2. Vous avez donc une fonction qui est définie par morceau. Hein, en 0, 0, c'est un point particulier. Et on vous demande de calculer les dérivées partielles secondes en 0, 0. Déjà, de montrer qu'elles existent, etc. Alors, il y a plusieurs choses à faire dans cet exercice. On pourrait d'abord démontrer que cette fonction-là, elle est continue en 0, 0. Alors, pour le démontrer de manière très simple, hein, vous avez f de xy que vous pouvez encadrer par xy. Et là, vous avez x2 moins y2. Vous faites un petit coup d'inégalité triangulaire. Et vous avez ça, donc divisé par x2 plus y2. Donc, c'est plus petit que xy. Et xy, quand xy tend vers 0, le produit va tendre vers 0. Donc, ça vous montre que f de xy tend vers 0 quand xy tend vers 0, 0. Ce qui veut dire que f est continu en 0. Voilà. Bon, alors, évidemment, elle est continue sur R2 privé de 0, 0 parce que c'est une fonction rationnelle. Hein. Et donc, du coup, la fonction f, elle est continue sur R2. Et elle est même C2 sur R2 privé de 0, 0. Parce qu'en dehors du point 0, 0, encore une fois, vous avez une fonction rationnelle. Mais ça, c'est ce qu'on dira par la suite. Maintenant, comment trouver les dérivées partielles? Alors, pour trouver les dérivées partielles, on va d'abord quand même un petit peu peut-être calculer les dérivées premières. Alors, pour calculer la dérivée première, mais au point 0, 0, c'est ça qui m'intéresse. Là, je vais revenir à la définition. Dès que vous avez une fonction qui est définie comme ça de manière un peu tordue, il ne suffit pas de dire je vais juste calculer des rangs f sur des rangs x, je fais des dérivées partielles, etc. Non, là, on veut calculer la dérivée partielle au point 0, 0. Donc, au point 0, 0, c'est le point qui vous pose un problème. Donc là, il faut revenir à la définition qui consiste à étudier la fonction, alors on l'avait appelée, f1, 0 de t, on va mettre t à la place. Donc, ça consiste à calculer f de t0. Voilà. Hein, je suis au point 0, 0. Ce 0-là, ça veut dire 0, 0. Normalement, c'est ça qu'il faudrait mettre ici. Donc, je suis au point 0, 0 et je ne fais varier que l'abscisse. L'ordonnée, je l'égale à 0. Donc, cette fonction-là, si vous la calculez avec les formules qui vous sont données dans l'expression de f, si t égale à 0, ça vaut 0. Et si t est différent de 0, comme on a l'ordonnée qui vaut 0, ça vaut toujours 0. Donc, cette fonction-là, c'est la fonction nulle. La fonction nulle, elle est dérivable en 0. Donc, ça veut dire que d rond f sur d rond x en 0 existe. Et il vaut la dérivée de ça en 0, c'est-à-dire 0. Pour des raisons de symétrie, vous aurez de même d rond f sur d rond y en 0, 0 qui sera égal à 0. Donc, votre fonction f, elle admet des dérivées partielles en 0, 0. Dérivées partielles premières. Maintenant, pour regarder si on a des dérivées partielles secondes, là, on va être obligé de calculer d rond f sur d rond x, etc. Donc, en un point xy qui est différent de 0, 0, d rond f sur d rond x, je peux le calculer. Alors, je vous laisse faire le calcul. Hein. On trouve ça. Y égale x4 plus 4x2 y2 moins y4 sur x2 plus y2 au carré. Bien. Ensuite, je fais la même chose avec y. Alors là, je pourrais utiliser des symétries pour calculer la dérivée partielle par rapport à y. Mais bon, on va le faire. On fait le calcul. Donc, pareil, hein, point xy différent de 0, 0. La dérivée, donc je vous donne le calcul, c'est quasiment la même chose que ça, sauf qu'on a un x ici à la place. Et le reste, c'est pareil. Le reste, c'est... non, il y a un moins.
Il y a peut-être un moins. Oui, il y a un moins. Il y a peut-être un moins là, pour vérifier. Mais... Donc c'est x2, enfin, il y a 4x2, hop, 4x2, y2, moins y4. Bon. Donc on trouve ça. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que ces deux fonctions-là, alors la fonction d rond f sur d rond x, c'est celle qui vaut ça pour x, y différent de 0, 0, et c'est celle qui vaut 0 en 0, 0. Et donc, cette fonction-là, est-ce qu'elle admet une dérivée partielle en 0, 0? Et donc, pour ça, on fait la même chose que ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'on va regarder. Donc, l'idée, c'est de savoir si ça existe. Hein. D rond f sur, alors c'est d rond x, d rond y, hein, c'est ça qu'on cherche. Voilà. Donc, je vais plutôt faire d rond y sur d rond x ici. Est-ce que ce terme-là existe? Donc, ce terme-là, ça consiste à regarder ce que fait cette fonction-là. Enfin, si cette fonction-là admet une dérivée partielle par rapport à y en 0, 0. Donc, cette fonction-là, qui volait 0, 0 en 0, 0, il faut que je l'évalue. Alors, je vais peut-être l'appeler G. Hein. Vous avez une fonction G de t qui vaut d rond f sur d rond x en 0t. Donc, comme je veux dériver par rapport à y, je ne fais varier que y, je l'appelle t, et x, je le prends égal à 0. Donc, si x est égal à 0, si je remplace ici x par 0, qu'est-ce que je trouve? Donc là, je remplace x par 0, pop, pop, ça s'en va. Donc là, j'ai moins y5 sur y4. Donc je trouve moins t. Et si je prends l'expression 0, 0, évidemment, ça vaut 0. Donc en fait, ça vaut moins t, quel que soit t. Et cette fonction-là, elle est clairement dérivable. Hein, elle est dérivable, sa dérivée, c'est moins 1. Donc comme elle est dérivable, elle est aussi dérivable en 0. Hein, de toute façon, en 0. La dérivée vaut moins 1, donc c'est une constante, donc en 0, la dérivée vaut moins 1. Donc j'en déduis que g' de 0 est égal à moins 1, et ça, c'est par définition la dérivée seconde de f par rapport à yx dans cet ordre-là, en 0, 0. Voilà. Vous faites la même chose, mais cette fois en inversant, en prenant ça et en dérivant ça par rapport à x. Donc ça, je peux l'effacer. Donc là, je regarde d2f, j'ai oublié un 2 ici, d2f sur d rond x, d rond y, point d'interrogation, alors toujours en 0, 0. Donc là, je vais prendre une fonction h de t qui vaut d rond f sur d rond y. Donc cette fois, c'est la variable x que je fais et je me place en y égale à 0. Et donc là, vous remplacez y par 0 et x par t. Là, vous trouvez t. Donc ça veut dire que h' de 0 existe et vaut 1. Donc j'ai la dérivée seconde de f par rapport à y puis par rapport à x en 0, 0 qui vaut 1. Et là, vous voyez que vous avez deux expressions différentes. Donc ça, c'est un contre-exemple pour vous dire que les dérivées partielles secondes par rapport à x et y ne sont pas forcément les mêmes dans un sens et dans l'autre. Et ça montre que ma fonction n'est pas de classe C2. Parce que si elle était de classe C2, le théorème de Schwartz, il serait vérifié. Donc comme le théorème de Schwartz n'est pas vérifié, on en conclut que f n'est pas C2, n'est pas de classe C2 en 0, 0. Quoi. Elle est classe C2 sur R2 privé de 0, 0, mais en 0, 0, ça coince. Voilà, donc ça c'est un petit exemple classique, il est un peu tordu, parce que la fraction rationnelle n'est pas très simple, mais voilà. Et donc, ce que j'ai fait ici, je n'ai fait qu'appliquer la définition de la dérivée partielle en un point. Hein, je vous rappelle, pour calculer la dérivée partielle en un point, on fait varier la variable par rapport auquel on veut dériver. Donc ici, je veux dériver par rapport à y. Donc je fais varier mon y autour de 0. Et les autres, je les laisse à 0. Donc ça donne souvent des fonctions très simples. Vous voyez bien, hein, moins t, t, et après, il n'y a plus qu'à dériver par rapport à t. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas très, très compliqué. Voilà, donc ça c'était exemple 3.2. Opération sur les classes C2, ça je vous laisse lire le cours, voilà, c'est très simple.
C'est la même chose que pour les fonctions de classe C1. Donc, tout ce qui est polynomial sera de classe C2, tout ce qui est rationnel sera de classe C2. Oh, dès qu'on touche la souris, je ne sais pas comment. Ensuite, les composés, hein, si vous composez phi rond f, donc quand vous aurez, ben, voilà, un exemple ici, c'est ça là. Sinus de y sur x. Pourquoi est-ce que ça va être de classe C2? Parce que vous avez y sur x, qui est donc une fonction rationnelle. Donc, elle est classe C2 à partir du moment où on ne divise pas par 0. Donc, x, on le prend dans R étoile. Et ensuite, on compose par sinus, qui est une fonction d'une seule variable et qui, elle, est de classe C2. Donc, tout ça, c'est de classe C2. Et vous multipliez par une fonction rationnelle qui est bien définie là-dessus. Donc, elle est aussi de classe C2. Voilà, c'est tout ça qu'il faut dire, mais pas plus que ça. Vous pouvez composer avec des fonctions comme ça de variables, etc. Ça marche aussi. Et voilà. Alors, le Laplacien en coordonnées polaires, là, je n'ai pas envie de le faire. Exemple de résolution d'équation dérivée partielle d'ordre 2. Alors là, c'est pareil, je vais pas tout faire hein, parce que c'est un peu lourd, mais je vais vous donner. C'est la même méthode que tout à l'heure, hein, sauf que là, on a des dérivées partielles secondes, donc c'est un peu plus calculatoire, mais c'est dans le même esprit. Vous posez G2, etc., etc. Donc ça doit s'appeler l'exo 3.1. Alors je m'arrête là. Donc l'exo 3.1, vous avez donc une équation dérivée partielle seconde. Donc un truc assez horrible. Alors, je range mes papiers, c'est là. Alors 9, 9, 9, 9, voilà. Donc c'est même pas 9. Là, on en est quelle page là? Ouais, page 11, voilà. Donc vous faites la même chose, hein. Vous posez f de xy égale g de uv. C'est la même chose. Donc avec u cette fois qui vaut x et v qui vaut y sur x. Bon, c'est un peu le même changement de variable que tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup. Et là, c'est pareil. Hein, vous avez une fonction qui n'est pas du tout linéaire hein, ici, puisque c'est y sur x, ça ne sert à rien linéaire. Mais c'est une fonction qui est clairement bijective parce que on peut obtenir x et y en fonction de v là. X et y en fonction de v, et tout est de classe C1, enfin tout est sympathique, c'est même de classe C2. On peut y aller. Et donc, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez calculer des ronds f sur des ronds x en fonction de des ronds g sur des ronds u, des ronds g sur des ronds v, etc. etc. Et puis, il faudra dériver encore 2 fois pour avoir les dérivées secondes. Et normalement, si vous faites ça, donc je vous laisse faire les calculs, et vous allez tomber sur une équation dérivée partielle seconde en g qui va être triviale, puisqu'on tombe sur ça. On doit tomber là-dessus. Normalement. Donc, c'est une fonction de u et v, ça, hein, qui vaut 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dérive g 2 fois par rapport à u, je trouve 0. Donc, ça veut dire que la dérivée partielle première par rapport à u, c'est une fonction qui ne dépend pas de u. C'est une constante par rapport à u. Donc, une constante par rapport à u, ça s'appelle, on va l'appeler psi de v. Donc, psi, c'est une fonction hein, de je ne sais plus quoi, non, je ne sais plus quoi, puisque v, ouais, bon, de R dans R. Voilà. Qui sera classe C2 ou C1, celle-là, enfin peu importe. Non, C2. Et ensuite, je réintègre. Donc, si je réintègre, j'ai G de UV qui vaut donc, U fois psi de V plus une constante. Mais une constante, ça veut dire une constante par rapport à U. Donc, une autre fonction. Bon, ben, je vais l'appeler phi cette fois. Phi de V. Voilà. Et ensuite, vous revenez en x et y. Donc là, il y a un peu de boulot à faire hein, pour calculer toutes les dérivées partielles. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Ce n'est pas difficile. Il y a pas mal de calculs. Hein, ça m'a pris quelques lignes, mais ça se fait. Et après, vous revenez en f de xy. Donc, f de xy, le u il vaut x, le psi, v, c'est y sur x, etc. Donc, ça vous donne
la forme de toutes les fonctions f qui sont solutions de votre équation en dérivée partielle. Avec phi et psi qui sont des fonctions inconnues, hein, mais vous leur donnez n'importe quelle valeur. Vous pouvez mettre cosinus ici, sinus, enfin vous mettez ce que vous voulez, l'exponentielle, peu importe. À partir du moment où elles sont de classe C2, ça va marcher. Voilà. Donc ça, c'est si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, mais j'espère que non.